Condamnation unanime de la communauté internationale après l'annonce de la naissance d'un premier bébé humain cloné. Tous les responsables religieux et politiques s'indignent de cette manipulation génétique. Beaucoup de monde sur les routes de montagne aujourd'hui, jusqu'à 50 km de bouchons sur les routes des vacances pour atteindre les stations de ski des Alpes. Le dernier médecin en activité à l'île d'Aix prend le large, un départ qui illustre bien la difficulté actuelle du secteur médical. Gérald de Palmas, après 1 an et demi de tournée, présente son album live. Le chanteur est l'invité de ce journal. Il nous parlera de son travail, mais aussi de ses collaborations avec Goldman, Johnny Hallyday et Céline Dion. Madame, Monsieur, bonsoir. Mystification ou pas, l'annonce hier de la naissance du premier bébé cloné par une secte d'origine française, les Raéliens, basés aux États-Unis, suscite scepticisme et inquiétude. Cette première médicale, si elle était avérée, intervient en effet en plein débat sur le clonage thérapeutique qui permettrait, lui, en cultivant certaines cellules souches embryonnaires, de soigner et guérir. Une démarche totalement opposée, évidemment, au clonage reproductif revendiqué par la secte. Explication, Laurence de Cherf. Un bébé sans papa, un bébé sans même fécondation. Ève pèse 3,1 kg et la secte des Raéliens vient d'annoncer sa naissance. Elle serait le premier bébé cloné de l'humanité. Plus besoin de spermatozoïdes pour féconder l'ovocyte, son noyau est remplacé par le noyau d'une cellule. Ici, une cellule de la peau de la mère. Résultat, un bébé, photocopie exacte de sa maman. Ce type de clonage humain visant à reproduire l'homme à l'identique est unanimement condamné par les scientifiques. Ça sous-tend tout un tas d'idéologies qui sont des idéologies de suprématie du biologique, de suprématie de certains par rapport aux autres, et c'est effectivement sous-tendu par une secte. Mais le clonage a également un autre objectif, celui de guérir. Lorsque l'ovule se divise, au bout du 5e jour, des dizaines de cellules apparaissent, les cellules souches. Cultivées, elles permettraient de réparer les tissus abîmés du foie, du cœur ou encore des nerfs, tout en évitant les rejets. En France, aujourd'hui, le clonage thérapeutique est interdit, même si le gouvernement ne s'oppose pas à la recherche sur des embryons congelés. Des embryons en surnombre issus de la fécondation in vitro. Je pense qu'il faut absolument donner la priorité aux recherches animales et aux recherches sur les cellules adultes. Mais il m'apparaît aujourd'hui, après de multiples réflexions, que l'on ne peut pas faire l'économie de recherches sur les cellules embryonnaires, au moins pour un moment donné, dans des conditions très précises. Afin d'éviter toute dérive, pas question aujourd'hui pour la France d'envisager ouvrir la porte au clonage thérapeutique, même s'il est autorisé au Royaume-Uni ou encore en Israël. Cette naissance par clonage, dont on entend encore les preuves scientifiques, a été unanimement condamnée par les autorités religieuses et politiques du monde entier, je vous le disais. Plusieurs États appellent à l'interdiction totale du clonage humain reproductif. Un projet de convention internationale proposé par la France et l'Allemagne existe pourtant, mais les négociations sous l'égide de l'ONU ont été repoussées à septembre 2003. Explication Hervé Guettière. Condamnation unanime, le premier clonage humain annoncé par les Raéliens suscite de vigoureuses réactions. D'abord sur le plan politique. Pour les Nations Unies, le clonage n'est pas acceptable. Aux États-Unis, le président américain déclare vouloir interdire tout clonage humain. George Bush se dit profondément troublé par la naissance éventuelle d'un bébé cloné. Jacques Chirac condamne de son côté une pratique qu'il qualifie de criminelle. Le président français invite tous les États à proscrire et à réprimer les tentatives de clonage humain reproductif. Même rejet côté religieux. Au Caire, les plus hautes autorités de l'islam sunnite assurent que le clonage humain est formellement interdit. Elles précisent que ce procédé est en contradiction avec la diversité de la création. Pour l'Église orthodoxe russe, le clonage risque de provoquer une crise morale dans le monde. Enfin, le Vatican dénonce une mentalité brutale, privée de toute considération éthique et humaine. Mais au-delà de la réprobation générale, l'annonce par les Raéliens d'un clonage humain pourrait enfin déclencher une réflexion et une concertation internationale. Les États vont peut-être se pencher ensemble sur une question essentielle, l'avenir de l'humanité. Avec les départs en vacances, beaucoup de monde sur les routes du réseau Rhône-Alpin aujourd'hui, jusqu'à une 50aine de kilomètres de bouchons à l'approche des stations de ski. Sur place, Benoît Gadret et Olivier Jacquelin.
Le trafic enregistré aujourd'hui en Savoie a finalement été supérieur à celui prévu par Bison Futé. À la mi-journée, entre Albertville et Moutier, on a compté jusqu'à 14 km de ralentissement. Une circulation d'autant plus difficile que la pluie n'a cessé de tomber, au grand désespoir des vacanciers. On verra quand on arrivera s'il y a de la neige. Hein. Voilà. À votre avis, c'est mort. À mon avis, c'est mort, ouais. On verra bien là-haut. Peut-être demain, il y aura de la neige. Donc là, le bouchon... Au centre de régulation d'Albertville, on a enregistré le passage de près de 60 000 véhicules. Ce premier chassé-croisé de l'hiver s'est déroulé sans incident. Quand on a un trafic très dense, effectivement, les gens, je pense, sont beaucoup plus prudents. Et puis toutes les alertes de ces derniers temps sur la sécurité routière portent peut-être leurs fruits aussi. Affluence également dans les gares, avec la valse habituelle des TGV. Il y a ceux qui arrivent et ceux dont le séjour se termine, la plupart déçus par le déficit de neige. À 1400 mètres, il n'y avait pas. Il a fallu monter à 1800 et voire 2003 pour être sûr d'en trouver en quantité. Les vacanciers de cette semaine de Nouvel An pourraient ne pas être mieux lotis. Mauvais temps en perspective dans les Alpes du Nord, avec certes de la neige, mais en altitude à partir de 1600 mètres. En Savoie, toujours saisi de plusieurs kilos de cocaïne hier, près de 5 kilos répartis dans des paquets de café pour tromper l'odorat des chiens spécialisés. Et ces paquets ont été découverts dans une automobile. Pour repérer la drogue, les douaniers font en effet appel à des brigades de cynophiles, des chiens qui sont entraînés pendant de longs mois pour identifier toutes les drogues. Un reportage de Christelle Bertrand et Hugues Bouchard. Il ne quitte jamais son maître des yeux. Stoïque dans le vent glacé, ce chien apprend son métier de douanier. C'est la première fois que les couples se testent sur de vrais contrôles. L'odorat du chien guide la progression de l'inspection. Soudain, l'animal s'arrête. Une odeur de cannabis est dans l'air. Le douanier fouille, mais ne trouve pas de drogue. Pourtant, la caravane sent le cannabis. L'odorat du chien, 1 million de fois supérieur à celui de l'homme, ne trompe pas. Le douanier sait qu'on a fumé du cannabis dans cette caravane. Je dis qu'ils n'ont fumé que des cigarettes, mais il peut y avoir une odeur aussi de consommation. Pendant 3 mois et demi, le couple est formé à l'école de La Rochelle. Le dressage, fondé sur le jeu, a commencé depuis que le chien est tout petit. Ici, il apprend d'abord à reconnaître les odeurs les plus fortes, cannabis et opium. L'animal n'est jamais en contact avec la drogue. Mais dès qu'elle lui passe sous le nez, il faut qu'il la sente et qu'il en informe son maître. À partir du moment où le chien s'intéresse au bagage dans lequel il y a des produits stupéfiants, il le marque avec intérêt. Le maître chien sort le bagage, le pose par terre. Manifestement, ça lui plaît, et le maître chien va dans un petit moment donner la poupée pour récompenser le chien du marquage qu'il vient de faire sur le tapis. En fin de stage, le chien pourra renifler tous les stupéfiants, y compris l'ecstasy et le LSD. Au total, il reconnaîtra 15 odeurs et visiblement l'exercice plaît autant au maître qu'au chien. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est quoi? Oui, c'est quoi? Oui, allez, oui, c'est bien mon Togo, allez, ouais, bébé. Oui, petit chien, l'a trouvé. Oui. Apprivoiser le stress, renforcer la complicité. L'exercice de l'élitreillage est complet et à l'avenir de plus en plus utilisé par les douanes pour gagner en rapidité et faire baisser les coûts des interventions. Aujourd'hui, le labrador est la race préférée des douaniers. Mais comme tous les chiens, sa truffe est fragile. Après quelques minutes d'intense reniflage, il a besoin de repos. À Paris, les jeunes chrétiens venus de toute l'Europe ont assisté ce soir à une prière commune, côte à côte protestants, orthodoxes, catholiques, venus de Pologne, de Lettonie ou d'Italie, et pour la traduction des interprètes volontaires qui ont eu l'idée originale d'utiliser les moyens modernes de communication. Reportage Maud Ninove et Patrice Brugère. Poursuivons un pèlerinage de confiance sur la terre, avec des jeunes venant non seulement d'Europe, mais aussi de divers continents. La parole de frère Roger, le fondateur de Thésée, est adressée ce soir à des jeunes de 35 nationalités différentes. Le message de paix se veut universel, bien sûr, mais pour bien le comprendre, il a fallu concilier spiritualité et technique. La traduction de la prière se fait côté coulisses, simultanément transmise dans de simples Walkman apportés par les pèlerins. Vous avez les différentes langues, allemand, anglais, slovène, néerlandais.
Les jeunes vont pouvoir entendre directement dans les écouteurs de leur récepteur FM, chacun sa propre langue. C'est un peu étonnant, ils arrivent ici et ils pourront comprendre ce qui se passe. C'est exactement l'esprit de ce rassemblement. Le pèlerinage a été créé il y a 25 ans afin de réunir l'ensemble des chrétiens. Mission difficile entre catholiques, protestants et orthodoxes, mais apparemment réussie. Quand on voit 20 000 jeunes prier ensemble et faire 10 minutes de silence, au milieu d'un groupe de frères d'une communauté, je crois que ça parle de soutien. La grande chorale qui répétait cet après-midi a donc elle aussi dû briser les barrières de la langue. Les chanteurs sont des pays différents, mais les chefs de chœur sont aussi des pays différents. Donc la langue qu'on utilise, c'est anglais. Après la prière commune de ce soir, les 80 000 jeunes auront quartier libre. L'occasion peut être pour eux de visiter la capitale. C'est l'histoire d'un voyage d'affaires qui tourne mal. Une jeune femme de 37 ans, comptable dans une entreprise française basée à Dubaï, est retenue depuis le mois d'octobre dans l'Émirat sous l'accusation de prostitution et de racolage. En fait, elle s'était rendue dans une discothèque où, dit-elle, elle aurait été violée. Mais les autorités locales l'ont placée en détention et à Limoges, la ville où elle habite, les habitants ont créé une association de soutien pour obtenir sa libération. Mathias Signon. Elle s'appelle Touria Tiouli. Depuis 2 mois, cette Française est retenue à Dubaï. Les autorités émiraties l'accusent de racolage et de prostitution. Elle dit avoir été violée par 3 hommes à la sortie d'une boîte de nuit. Touria, bonjour, comment ça va alors? Tout doucement, ça va, tout doucement. À Limoges, une association de soutien a été créée. Ses membres espéraient le retour de Touria avant le réveillon du 24 décembre. En vain. Le consul de France à Dubaï, qui m'avait téléphoné, c'était le mercredi, une semaine avant Noël, en me disant que je devais préparer mon billet et mes affaires pour partir le samedi. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Mais on ne sait pas. On était quasiment sûr qu'elle passerait Noël avec sa famille et en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Et psychologiquement, elle le vit très mal parce que c'est des revirements constants. Aujourd'hui, Touria est assignée à résidence à ses frais dans un hôtel de Dubaï. Les autorités françaises disent ne pas pouvoir intervenir dans un État souverain, du moins pas officiellement. À Lyon, la grande mosquée a été maculée de peinture bleu, blanc, rouge la nuit dernière. Les dirigeants de la grande mosquée appellent la communauté musulmane à garder son sang-froid et proposent un rassemblement lundi devant la mosquée. La préfecture du Rhône a décidé de renforcer la surveillance aux abords des lieux de culte de l'agglomération lyonnaise. En Côte d'Ivoire, de nouveaux renforts français sont arrivés ce matin dans le port d'Abidjan. 300 soldats ainsi que des hélicoptères Gazelle, Puma et des blindés. Au total, les forces françaises en Côte d'Ivoire compteront 2500 hommes chargés de faire respecter la trêve entre forces gouvernementales et rebelles et surtout d'assurer la sécurité des 20 000 Français vivant dans le pays. Hier, un accrochage a opposé les soldats français aux rebelles, mais aucun soldat français n'a été blessé dans l'incident. Au Pakistan, à Karachi, un islamiste a avoué avoir participé à l'attentat à la voiture piégée qui a coûté la vie à 11 techniciens français en mai dernier. L'accusé a également révélé le nom d'autres membres du groupe qui seraient en relation avec l'organisation Al-Qaïda. Le secrétaire américain à la Défense, Donald Rumsfeld, a ordonné de nouveaux déploiements significatifs de soldats et d'avions de combat dans le Golfe. Le Pentagone a déjà demandé à 2 porte-avions américains, dont l'USS George Washington, ainsi qu'un navire hôpital, le Comfort, de se tenir prêt à appareiller dans les 4 prochains jours. Selon le Pentagone, le nombre de militaires déployés au Proche-Orient devrait atteindre 115 000 hommes le mois prochain. En Israël, le cycle de la violence a repris après l'attaque d'une colonie près d'Hébron, puis l'explosion d'une voiture piégée à Jérusalem, des attaques revendiquées par le djihad islamiste. Ce soir, une fillette palestinienne de 9 ans a été tuée dans un camp de réfugiés au sud de Gaza. Depuis le début de l'intifada, les affrontements ont causé la mort de plus de 2000 Palestiniens et 680 Israéliens. Des heurts ont opposé l'armée israélienne et des étudiants palestiniens aux abords de l'université de Bethléem aujourd'hui. Et c'est dans ce climat d'extrême tension que les agences des Nations Unies pour les réfugiés et l'urgence alimentaire effectuent un travail de plus en plus difficile. La pauvreté ne cesse d'augmenter chez les Palestiniens, ce qui entraîne désespoir et violence. Charles Anderlin et Youssef Nalbadian. Khossan, un village de 5000 habitants près de Bethléem.
C'est le jour de la distribution de nourriture aux réfugiés palestiniens par l'UNRWA. Guy Siri, un haut fonctionnaire de cette agence des Nations Unies, surveille le déroulement de l'opération. Maintenant, on parle de 60-70% de la population qui est sous le niveau de pauvreté. C'est-à-dire que maintenant, pour nous, c'est plus seulement une assistance comme ça d'urgence alimentaire que l'on doit apporter à ces 60% de la population, mais c'est aussi un apport soit d'emploi, soit d'argent direct, puisque on s'aperçoit qu'une plus grande partie de la population ne peut plus se payer le nécessaire de base, même pour envoyer leurs enfants à l'école. Dans certains villages, 25% des enfants de moins de 5 ans souffrent d'anémie. La population palestinienne est tombée dans une misère qu'elle n'avait pas connue depuis 1948. La crise hypothèque l'avenir de toute une génération. Dans le camp de Haïda, près de Bethléem, Guy Siri va inspecter l'école gérée par l'ONU. Elle a subi des tirs venus de la position israélienne voisine. Les salles sont murées par des sacs de sable pour protéger les enfants et toute la façade qui est là maintenant n'est plus utilisée. Toutes les classes qui sont sur cette façade ne peuvent plus être utilisées. Les enfants sont concentrés à l'arrière du bâtiment. Du moins lorsqu'il n'y a pas couvre-feu, car quand les cours sont interdits par l'armée, il faut occuper les enfants. Ici, cela se passe dans le centre communautaire, mais ces activités ne peuvent remplacer le système d'éducation palestinien qui est sinistré. On voit que la situation continue à se détériorer du point de vue santé, du point de vue nutritionnel, mais c'est surtout maintenant une impuissance vis-à-vis de l'éducation de ces enfants qui, on le sait maintenant, peut être ruinée pour toute leur vie. Ce sont des enfants qui n'auront jamais eu leur droit à une éducation décente comme leurs parents ont eu, comme même leurs grands-parents ont eu. Les 3 années scolaires perdues pour cause d'intifada par les écoliers de Cisjordanie ne pourront jamais être rattrapés. Aux États-Unis, dans l'État de l'Oregon et de Washington, 200 000 foyers ont été privés d'électricité après des tempêtes d'une rare violence. Des vents de 150 km/h ont été enregistrés. Cette tempête fait suite à des fortes chutes de neige en début de semaine. En France, le front des inondations reste stabilisé en Ille-et-Vilaine, mais Météo France prévoit l'arrivée d'une nouvelle perturbation ce soir. Plusieurs routes sont coupées et les habitants sont invités à prendre leurs précautions pour éviter d'être isolés par les intempéries. C'est une petite île au large de La Rochelle, l'île d'Aix. Depuis 15 ans, un seul médecin y exerçait. Aujourd'hui, elle décide de cesser son activité et la petite communauté s'inquiète des conséquences de ce départ. Reportage de nos confrères de France 3 avec Claude Crespo. Hors saison, quelques estivants viennent encore respirer l'air iodé de l'île d'Aix. Mais les Brésiliens, 186 au total, se sentent encore plus isolés depuis 2 semaines. L'unique médecin est parti définitivement. Inquiétude des insulaires. C'est toujours embêtant quand vous avez un enfant qui a de la fièvre de sortir sur le continent. C'est une sécurité, il n'y a pas de problème. On a beau avoir un hélicoptère, le SAMU, un hélicoptère qui vient rapidement et tout. C'est pas forcément la sécurité. On a quand même une population âgée. Malgré 6 mois de recherche, aucune relève à l'horizon. Le cabinet n'est pas assez rentable. Le maire tire la sonnette d'alarme. Il ne reste plus sur l'île assez de population permanente pour faire vivre à demeure un médecin. Demain, qu'en sera-t-il de la poste, de l'école? Ce bac qui relie l'île au continent, à partir de janvier, un médecin remplaçant le prendra 2 fois par semaine. Mais cette situation temporaire doit se régler très vite. L'été multiplie par 10 les chiffres de la population. Avis aux gourmets, les coquilles Saint-Jacques Label Rouge sont arrivées sur les étals. C'est en baie de Seine que ces coquilles de qualité supérieure sont pêchées. Le Label Rouge est pour les professionnels du secteur l'assurance que la qualité de leurs produits est reconnue. Reportage Martin Gouès et Sophie Laurent. 14 heures. Le sauvage prend la mer. Comme tous les pêcheurs de Port-en-Bessin, il part pour 12 heures de pêche, pas plus. Un petit équipage de 4 marins avec un objectif, la coquille Saint-Jacques. La drague est larguée. Elle racle le fond 26 mètres sous le bateau. Une pêche très réglementée en baie de Seine et qui ne s'improvise pas. Grosso modo, la coquille, on la retrouve toujours à peu près dans les mêmes coins. Mais la mer reste quand même assez grande, donc il faut être là au bon endroit au bon moment. On n'est pas tout seul à la pêcher. Donc effectivement, il faut aussi là un petit peu de nez. Dans les filets, la précieuse récolte.
Cette coquille-là sera bientôt labellisée, mais avant il faut trier, gratter et laver. Le label rouge, ça se mérite. Elles sont bien nettoyées, bien lavées. Ici, celles-là, c'est celles qui ont des parasites dessus, etc. Toutes celles-là peuvent pas rentrer dans le cadre du label rouge. Pendant la nuit, l'opération sera renouvelée une douzaine de fois. Plus grasse que les autres, il faut 5 kg de coquilles labellisées pour 1 kg de noix. Pour le pêcheur, le rendement est plus intéressant. Mais cette nuit, la pêche n'est pas miraculeuse. 6 tonnes seulement ont été pêchées, presque moitié moins que la veille. Acheté aux pêcheurs plus de 4 €. Après la criée, le prix s'envole à près de 6 €. Chez le marailleur qui conditionne les coquilles, il faut savoir justifier cette augmentation du prix. Ah, monsieur Lacaze, je suis vraiment désolé, ça va pas être possible parce que j'ai toutes les coquilles qui ont été achetées ce matin, j'en ai déjà plus. C'est pas vrai. Et j'ai juste ce qu'il faut pour vous. Autre caractéristique du label rouge, il ne vit que 24 heures. C'est-à-dire que dans la journée qui suit la criée, la coquille doit être vendue à un restaurant ou comme ici en poissonnerie, chacun y trouve son compte. Moi, je n'achète pas la coquille pleine de sable et le client non plus. Moi, je les trouve d'abord plus grosses avec plus de corail et puis plus propres au point de vue coquille que les autres. Un label qui va surtout permettre de faire face à la concurrence étrangère et notamment aux noix de pétoncle congelées importées d'Amérique du Sud. C'est une vénérable institution qui a plus de 100 ans, l'Almanach du marin breton, ouvrage de référence du navigateur et dont les revenus sont versés à la commission sociale des gens de mer. Un almanach qui a su garder son parfum d'antan. Céline Crespi et Gabriel Camilla. Heures et courants des marées, navigation astronomique ou renseignements administratifs. Ici en Bretagne, l'almanach du marin breton est la boussole quasi obligatoire. Et c'est même un peu plus que cela. Vous savez, en mer, quelquefois, il ne se passe rien du tout. Il n'y a rien à voir en mer. Alors bon, on est là à table la carte, et puis on ouvre l'almanach, et puis on se regarde une petite sentence. Un homme heureux est un homme qui navigue sous un vent favorable. Bon, bah voilà, on est là, tiens, ça rassure. C'est vrai, il vaut mieux avoir le vent dans le cul que le vent dans le nez. Et ça fait 105 ans que ça dure. Outil pédagogique à la base, une façon aussi de récolter de l'argent pour aider des pêcheurs. Aujourd'hui encore, une centaine de familles bénéficient de prêts sans intérêt grâce à l'almanach. Mais pourtant, il a moins la cote. Mon père, c'était patron de chevet, mais il avait à bord, ouais. Ah si, il me raconte que celui-là, il a toujours... Nous, on l'utilise moins qu'avant, hein. Les appareils qu'on a maintenant. Dans la plus grande librairie de Brest, pourtant la ville historique de l'association caritative, les ventes stagnent et le CD-ROM en cadeau n'y change rien. Je pense qu'ils essayent de toucher un public plus jeune, mais je ne sais pas vraiment si ça marche. Enfin, moi, je n'ai pas vu vraiment beaucoup de 20-25 ans venant me chercher cet ouvrage en étant sûr que c'était ça qu'ils voulaient, quoi. Et pourtant, qu'ils soient plaisanciers sur les pontons ou pêcheurs professionnels, tout le monde vous dira ici que l'almanach du marin breton est la Bible des hommes de la mer. Dans le midi de la France, la douceur inhabituelle entraîne des floraisons très précoces. Les mimosas sont en fleurs, ce qui n'est pas sans poser de problème aux horticulteurs. Les professionnels attendent maintenant une vague de froid pour interrompre cette poussée de sève. Caroline Gauthier, Nathalie Jourdan et Emmanuel Zini. Sur les hauteurs de Mont-de-Lieu, une apparition remarquée parce qu'inattendue. Le mimosa s'est invité pour ses fêtes de fin d'année, en avance sur le calendrier. Ici, on ne l'attend d'habitude pas avant la mi-janvier. Une floraison anticipée de 6 semaines, les promeneurs apprécient. Nous, on vient d'habitude au mois de février. Au mois de février, bon, tous les autres sont fleuris, mais enfin, ça, c'est tout à fait normal. Mais à cette saison, je ne pensais pas quand même en trouver. Pour les mimosistes, en revanche, cette variété a fleuri trop vite. Elle leur a échappé. Ça, c'est foutu. Ça, c'est abîmé. Les grosses ventes de mimosas se font à partir du 10-15 janvier. Hein, mais d'ici le 15 janvier, ce mimosa-là, il sera abîmé, on ne pourra pas le récolter. Celui-là, il est déjà perdu. Chez cet horticulteur, le redoux affecte surtout les hortensias. Ces plantes auraient dû perdre leurs feuilles il y a de cela 3 semaines. Ne devraient rester que les bourgeons. Ça a des conséquences, ça continue pour le printemps, quoi. Bon, c'est un peu égoïste ce que je vais dire, mais enfin, notre but c'est que ça gèle, le géranium gèle, les pétunias, tout ça gèle pour que les gens les remplacent, quoi. Mais si ça ne gèle pas, bon, les gens ne le remplaceront pas. Elle fleurit 2 fois
Elle va fleurir en automne et elle va refleurir au printemps. Soleil, température clémente et pluie régulière, les plantations ont mieux résisté jusque-là. Mais les pépiniéristes préviennent, l'hiver n'a pas encore dit son dernier mot. Et il faut quand même relativiser. On peut très bien avoir dans 15 jours un grand froid, de la neige. Le temps peut changer très rapidement. Hein. Et pour cause, les années se suivent et ne se ressemblent décidément pas. Qui se souvient de Marseille sous 10 cm de neige? C'était pourtant l'an dernier, à la même époque, exactement. De la cuisine du Moyen-Âge, on imagine toujours ripaille, banquet, chapon, poularde, rôti. Eh bien, c'est tout le contraire. D'après les textes d'un célèbre cuisinier, Taillevent, exposé au musée de Toulouse, les menus du Moyen-Âge étaient beaucoup plus diététiques qu'on ne l'imagine. Un chef toulousain a contacté un de ces menus avec les ingrédients de l'époque, Isabelle de Lyon et Olivier Combes. Dans le mixeur, laitue, épinards, menthe, marjolaine et persil. Voici pour Gérard Garrigue de quoi faire une expérience scientifique, une tourte comme au Moyen-Âge. Il n'y avait pas de farine, ça c'était pour faire une pâte. Hein. Alors, une pâte avec des herbes, quand on commence une recette, avec une pâte sans farine et qu'avec des herbes, on se dit mais où je vais? De l'époque médiévale, on a beaucoup dit que la cuisine était immangeable car trop grasse et épicée. À Toulouse, un conservateur de musée et un chef sont allés chercher la vérité à la source dans les plus anciens livres de cuisine existants, comme ce manuscrit du XIVe siècle, Le Viandier de Taillevent. Nous sommes en présence d'une cuisine très diététique, avec très peu de gras, pas de sel, et qui s'avère être vraiment un mélange harmonieux de saveurs et de couleurs. Taillevent, maître queux du roi Charles V, n'a pas laissé d'indication sur les quantités d'ingrédients ni sur les temps de cuisson. De la tourte, on sait cependant qu'elle cuit dans la braise, prise entre deux récipients remplis de cendres. La braise du dessus, en fait, ce qu'on a mis là, ça remplace un four. C'est-à-dire que la chaleur, comme ça, elle est en bas, elle est en haut. Vous voyez? Pour avoir mis au point ces recettes, Taillevent a été anobli. Gérard Garrigue, une étoile au guide Michelin, le suit avec plaisir. Dans une époque où on est en train de partir vers une cuisine très mondialiste, soit exotique, il était intéressant de savoir exactement de plus loin d'où venait la cuisine en fait, et notre histoire de cuisine. Dans le musée, les poteries vernissées témoignent d'une civilisation raffinée qui aimait les couleurs. Vérification dans la cuisine avec le rouget au verjus de groseille. Filet de poisson grillé, servi avec une purée de fruits rouges et un jus d'herbe. En voile, dans la course Sydney-Hobart, victoire aujourd'hui du favori, le bateau néo-zélandais Alfa Romeo, skippé par Neville Crichton. 57 bateaux avaient pris le départ de cette course mythique jeudi dernier. Basket, du grand spectacle ce soir à Paris à l'occasion du All-Star Game, démonstration de dunk. Vous savez, ces smash dans les paniers, vous envoyez quelques démonstrations en ce moment même, ça se passe au Palais des Sports de Bercy. Les meilleurs spécialistes mondiaux de cet exercice de haute voltige se sont affrontés dans de très belles envolées. Ça demande évidemment un peu d'entraînement. Voilà, tout le monde va se le permettre. Il a connu le succès avec un énorme tube, puis un passage à vide. En 2002, c'est la reconnaissance à nouveau avec une victoire de la musique et le succès de son troisième album, Marcher dans le sable. Aujourd'hui, il sort un CD live, témoignage d'une tournée marathon de presque 2 ans. Gérard de Palmas est notre invité. Avant de parler avec lui de son parcours, ses bonheurs, ses galères, portrait signé Olivier Lenouza. J'étais sur la route. Je n'ai pas vu de tout en toi, si tu sais. J'étais sur la route. Je n'ai pas vu de tout. Ok, avec moi. Toute la sainte journée sur les routes de France. Un pèlerinage, une tournée de 18 mois. Près de 180 concerts, 3 Olympias, 4 Zéniths. Marcher dans le sable. Un album vendu à 1 400 000 exemplaires et des poussières. Sable doré, année rêvée, l'année Gérald de Palmas. Meilleur interprète masculin, battu Manu Chao Noir Désir. Un trophée lourd de conséquences, Johnny Hallyday offre ses services. Marie, chanson signée de Palmas. Oh Marie, si je pouvais
dans tes bras nus me reposer. Johnny a besoin de repos. Gérald, lui, continue sur le même tempo. Même si je m'améliore, oh, j'en rêve encore. Un nouvel album live, un DVD, la frénésie des gens heureux. Non, personne ne t'en veut. Ça fait partie du jeu. Tu sais, je saurais faire semblant. Il avait connu l'échec avec son deuxième album intitulé Les lois de la nature. Lois ô combien mystérieuses. Aujourd'hui, De Palmas triomphe. Je suis prêt. Pas si je serre les dents, mais pas si je serre les dents. Voilà, De Palmas triomphe, elle est avec nous. Sur la route, ça a été votre premier grand succès. C'est difficile d'enchaîner après un tube pareil? Ce qui est difficile, c'est de composer après. Parce qu'on a tendance à vouloir essayer de refaire la même chose. Et en même temps, on s'en défend. Donc, c'est pas... il faut digérer le succès et essayer de partir sur quelque chose d'autre. C'est vrai qu'à un moment donné, vous avez failli tout arrêter quand vous avez vu justement que le deuxième album marchait pas aussi bien que vous l'auriez espéré. Oui, enfin, au fond des choses, je savais que je pourrais pas faire autre chose, que j'adore ce métier, j'adore faire de la musique et surtout, j'ai pas envie de regretter plus tard de ne pas être allé jusqu'au bout. Mais c'est vrai que j'ai eu une période assez difficile où j'avais du mal à composer et j'étais très déçu quand je composais quelque chose parce que je trouvais ça pas bien et c'est une sensation que je n'aimais pas, donc je composais de moins en moins. Mais bon, au fond, je savais. Et alors dans ces périodes difficiles, il y a forcément un premier cercle qui compte, qui soutient. Ça a été Jean-Jacques Goldman, votre famille, votre épouse, votre petit garçon. Surtout ma femme, ouais. Surtout ma femme qui m'a aidé, qui m'a épaulé. Essayer de me redonner confiance en moi. C'était un sacré boulot pour elle. Mais ensuite, oui, c'est la rencontre avec d'autres compositeurs comme Jean-Jacques Goldman, comme Maxime Le Forestier. Ce sont ces gens-là qui m'ont redonné confiance en moi. On a du mal à croire pourtant que vous puissiez manquer de confiance en vous et qu'il faut effectivement vous redonner du courage. C'est un trait de caractère peut-être aussi. À la base, je suis comme ça, j'ai besoin d'être assuré en permanence. La scène, les tournées, les rencontres comme ça avec le public, c'est justement une façon de trouver une rencontre, de retrouver de l'énergie. Mais c'est surtout un moment particulier dans sa vie, quoi. Parce on est complètement déresponsabilisé quand on part en tournée. Il y a des gens qui s'occupent de vous. C'est le bonheur. Oui, on a l'impression de vivre une vie à part pendant, et ça dure longtemps parce que je suis parti pendant 1 an et demi. Donc j'ai passé une espèce de parenthèse dans la vie qui c'est quelque chose de très étrange mais que j'aime beaucoup, quoi. Alors, ce qui est paradoxal quand on voit votre carrière, c'est que vous passez du succès, des passages à vide, et puis le succès revient à nouveau, victoire de la musique, Johnny fait appel à vous. C'est plutôt bien d'être capable de vivre l'échec et de rebondir après, ça donne de la force. Il y a 2 aspects en fait. Ce que j'aime moi dans ce métier et dans ma vie, c'est justement ça, c'est que c'est pas plat, quoi. Il se passe vraiment des choses, bon, de temps en temps négatives, de temps en temps positives, mais au moins il se passe quelque chose et c'est vraiment ce que j'aime dans ce métier. Après, ce qui est difficile, c'est de trouver un équilibre dans sa vie privée, parce que c'est vrai que de passer du haut vers le bas comme ça, c'est pas toujours facile à gérer, mais voilà, j'aime bien cette vie. Alors, vous avez écrit pour Johnny, on l'a reçu ici même il y a quelques semaines. Il nous parlait de cette chanson Marie, dont il ne savait pas d'ailleurs exactement à qui elle était dédiée. Mais quand vous entendez la sonorité Johnny sur votre musique, vos paroles, vous imaginiez que le résultat serait comme ça ? Non, en fait, ce qui était très étrange, j'ai vu dans le reportage, il y avait un petit moment où on était en studio, c'est justement ce moment-là, c'est d'entendre, parce que j'ai pas l'habitude d'écrire pour les autres, et c'est d'entendre une de ces mélodies chantée par une voix finalement qu'on connaît, enfin moi, je connais depuis que je suis enfant, puisque c'est Johnny, je l'ai entendu toute ma vie comme beaucoup de gens. Et c'est très étrange d'entendre une mélodie qu'on a composée chantée par une voix familière comme ça, et c'est un moment fort que je suis content d'avoir vécu. Vous avez travaillé avec Céline Dion? J'avais déjà travaillé avec elle sur son album en anglais et on doit travailler, oui, sur le prochain album en français, 2 chansons. Oui.
Et donc, vous allez aux États-Unis, ce qui est une autre forme d'aventure. Je pense qu'on va aller à Las Vegas, oui, puisqu'elle habite. Je pense qu'elle va habiter là-bas pendant qu'elle fait ses tournées. Merci Gérald de Palmas. Je rappelle le titre de votre album, c'est simple, ça s'appelle Live 2002, c'est Gérald de Palmas et ça se trouve chez tous les bons disquaires. Regardez, un style bien différent mais qui garde toute sa fraîcheur et sa gaieté, un genre assez particulier, Offenbach à l'Opéra de Marseille. C'est le talentueux Laurent Pelli qui met en scène la belle Péricole. Pas une ride pour cette œuvre créée en 1868 qui moque allègrement ses contemporains du Second Empire. Michel Strulovici et Patrick Voix. Mon Dieu, que les hommes sont bêtes, que les hommes sont bêtes, que les hommes sont bêtes. Et que les femmes sont belles, magnifiées par Offenbach. Dans ce Pérou d'opérette, le roi succombe au charme de la Péricole. Il l'a croisée dans une ruelle où, déguisé, il aime à s'encanailler. La fin triomphe des réticences de la belle, elle quitte son fiancé. Mon cher amant, je te jure que je t'aime de tout mon cœur. Mais vrai, la misère est trop dure. Sous des apparences farfelues, Offenbach moque férocement les instances du pouvoir du Second Empire et la personne même de Napoléon III. Là, c'est carrément plus déguisé, c'est-à-dire que c'est un empire, c'est l'empire du Pérou, mais c'est un empire quand même. On sait très bien, tout le monde savait que Napoléon III aimait se travestir pour pouvoir aller rejoindre ses maîtresses, donc c'est extrêmement gonflé. La mise en scène de Laurent Pelli, c'est du champagne, comme l'est la partition d'Offenbach. Une fête où les femmes jouent le rôle central. Les femmes, il n'y a que ça. Tant que la terre tournera, tant que le monde durera. Les femmes, il n'y a que ça. Tant que la terre tournera, il n'y aura que ça. Moi, je la trouve justement très sincère et qui suit un petit peu effectivement ses penchants, ses besoins. Je trouve très contemporaine. Et c'est avec un humour proche du non-sens qu'Offenbach, qui ose tout, clôt sa Péricole. Il grandira, car il est Fin de ce journal, dans un instant, la météo Patrice Drevet, 20h50, Patrick Sébastien et la grande école des fans. Je vous retrouve demain à 13h. Excellente soirée sur France 2. Bonsoir.